La plupart des villes ont une histoire et quelques-unes ont une destinée. Et c'est le cas de Berlin. Berlin d'abord dans l'histoire de l'Allemagne, puis plus récemment comme symbole de la guerre froide, de la division du monde en deux blocs pendant près d'un demi-siècle, et aujourd'hui symbole des retrouvailles de l'Europe avec elle-même. Alors cette semaine, nous allons regarder les cartes et les plans montrant les grandes étapes de l'histoire de la ville. Et puis, la semaine prochaine, Berlin redevenant la capitale de l'Allemagne unifiée, laboratoire de l'unité allemande. Nous verrons comment les deux parties de la ville sont peu à peu reconnectées et comment le mur s'efface dans le sol bien plus vite que dans les têtes. Voici, en Allemagne du Nord, la plaine germano-polonaise. C'est là que se situe Berlin, dont nous traçons les contours actuels. C'est une ville assez récente. Son existence est mentionnée pour la première fois au XIIIe siècle. Et elle vient s'inscrire sur des territoires compris entre l'Elbe et l'Oder, à l'origine peuplés par des Slaves, et dont la germanisation ne commence qu'au Xe siècle. Berlin est au cœur de ce qu'on appelait la marche de Brandebourg, au confluent de la Spree et de l'Havel. À l'origine, il n'existe pas une mais deux villes, Berlin et Köln, dont l'essor est favorisé par l'étroitesse de la vallée, qui rend le passage de la Spree plus facile, et par une situation au carrefour de grandes voies commerciales. Berlin et Köln sont donc des lieux de marché où s'échangent du poisson, de la laine, du seigle, du bois, des fourrures venant de Russie pour aller vers Hambourg, les Flandres et même l'Angleterre. En 1307, les deux villes s'unissent pour assurer leur sécurité et en 1359, elles adhèrent à la Hanse, qui est une ligue de villes commerçantes autour de la Baltique. Berlin se dote ainsi d'une vraie position économique et politique. Mais au XVe siècle, elle va perdre son autonomie politique lorsqu'elle devient capitale du Brandebourg et résidence des Hohenzollern. Berlin va perdre la moitié de sa population lors des guerres de religion qui succèdent à la réforme protestante. Au lendemain de la guerre de 30 ans, en 1648, elle ne compte plus que 6000 habitants. Eh bien, c'est justement pour repeupler le Brandebourg que le prince électeur Frédéric Guillaume décide d'y inviter les Juifs, alors expulsés de Vienne, et les protestants, persécutés en France après la révocation de l'édit de Nantes. Ainsi, près de 6000 Français choisissent d'aller vivre à Berlin. En 1700, un Berlinois sur 5 est d'origine française. Leur influence est marquante dans l'économie, l'administration, l'armée, les sciences, l'enseignement. Sur ce plan, de 1738, on repère justement les nouveaux faubourgs. Friedrichswerder, Dorotheenstadt, Friedrichstadt, où vivent une grande partie des Français huguenots. On voit sur le plan la rue française, la place des gens d'armes, qui d'ailleurs existe toujours aujourd'hui. Ces faubourgs, comme la ville de Köln, sont finalement réunis à Berlin, en une seule commune qui s'appellera Berlin, deviendra résidence royale et capitale de la Prusse-Brandebourg. Avec le mur d'enceinte, construit à partir de 1734, Berlin double sa superficie et sa population atteint 100 000 habitants. Les places rondelles, octogones et carrées sont dessinées. Sous le règne de Frédéric II, Berlin compte 150 000 habitants, la ville se transforme en véritable capitale européenne. Châteaux, églises, opéra, bibliothèque et la fameuse avenue Unter den Linden sous les tilleuls, qui débouche sur la porte de Brandebourg qui est construite en 1788. Berlin est alors le premier centre textile d'Allemagne, un centre important du mouvement des Lumières, avec Voltaire, Ami du Roi, Mendelssohn, Lessing. Évidemment, l'unification de l'Allemagne en 1871 va marquer un tournant pour la ville, car elle devient capitale de l'Empire allemand. Elle devient la ville la plus peuplée d'Allemagne, elle concentre l'essentiel de la vie politique, culturelle, économique du pays, et plusieurs facteurs vont favoriser son développement. Un important réseau ferré, qui s'étend dans le pays vers toutes les directions et qui est inauguré en 1838 entre Berlin et Potsdam, et puis des voies d'eau, Havel et Spree, qui relient la ville à la Baltique et à la mer du Nord. Et puis enfin une industrialisation croissante de la ville et des alentours.
Le Grand Berlin, qui est proche de celui que nous connaissons aujourd'hui, date de l'après-Première Guerre mondiale. Près de 4 millions d'habitants sur une superficie de 878 km², soit 8 fois la superficie de Paris. Les années 20 marquent d'ailleurs l'âge d'or de Berlin, qui est désormais un carrefour intellectuel et culturel, et cela à l'échelle mondiale. Or, c'est justement l'arrivée des nazis au pouvoir qui va y mettre un terme, alors que pour Hitler, Berlin devait devenir la capitale d'un empire. Le projet Germania, que vous pouvez voir sur ce plan, qui est dû à l'architecte Albert Speer, voulait faire surgir une ville gigantesque, orientée autour de 2 grands axes, où le plus petit bâtiment devait dépasser les 75 mètres de haut. Après la capitulation du Reich le 8 mai 1945, Berlin va perdre et sa souveraineté et son unité. Elle est partagée entre les vainqueurs, comme d'ailleurs le reste du pays, en 4 zones d'occupation. Les amputations territoriales à l'est de l'Oder privent Berlin d'une partie de son aire économique et culturelle naturelle, et la ville n'est plus qu'à 80 km de la frontière polonaise. 3 phases de la guerre froide vont conduire à la division, à la coupure entre les secteurs Est, sous contrôle soviétique, et les secteurs Ouest, sous contrôle occidental. Première phase, en 1948, l'Union soviétique décrète le blocus de Berlin-Ouest pour répondre au projet de réforme monétaire dans les secteurs Ouest. Deuxième phase, à partir de 1949, avec la création de la RFA et de la RDA, celle-ci faisant de Berlin-Est sa capitale. Mais les 2 parties de la ville sont alors encore connectées et la frontière reste encore plus ou moins franchissable. Or, c'est justement cela qui va déclencher la 3e phase. Dans la nuit du 13 août 1961, le gouvernement est-allemand décide la construction d'un mur sur 165 km tout le long de la ligne de démarcation entre les secteurs Est et Ouest. La fonction de ce mur est de stopper l'exode constant des populations de l'Est qui fuient régulièrement vers l'ouest de l'Allemagne via Berlin. La coupure entre les 2 parties de la ville est désormais scellée, inscrite dans le sol, puis dans les cartes. Les 2 parties de Berlin vont évoluer dès lors de façon autonome. Berlin-Ouest va disposer d'un statut très particulier, elle est plantée comme une île au sein du monde communiste, subventionnée par l'Allemagne de l'Ouest et protégée par les puissances d'occupation américaines, françaises, anglaises. Elle est un haut lieu de l'espionnage Est-Ouest. De chaque côté, architecture et urbanisme sont utilisés comme symbole d'un système économique, comme vitrine de 2 systèmes politiques. Et ces vitrines vont vivre leur vie séparées pendant 30 ans, jusqu'à ce fameux mois de novembre 1989, qui verra tomber le mur de Berlin. Alors Berlin tente aujourd'hui d'effacer les traces de la coupure, de reconnecter les 2 parties d'une ville séparées pendant plus d'une génération. D'énormes travaux ont été entrepris partout pour moderniser, combler les vides et accueillir le gouvernement de l'Allemagne. Alors cet énorme chantier, Frank Tétart, qui est l'un des chercheurs du LEPAC, a été le visiter pour tenter d'en saisir le sens à long terme. Il a ramené de la ville des plans, des projets, des photos, et c'est cela que nous voudrions vous montrer la semaine prochaine pour vous montrer le Berlin en construction à l'aube du XXIe siècle.